Retrouvez Smart at Work en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission bimensuelle autour du bien travailler. Aujourd'hui, je vous propose d'aller dans les coulisses des directions des achats, à la rencontre des achats de classe C. Ce sont des achats non stratégiques et qui, pourtant, on va le voir, ont leur importance. Alors, quel incident est-ce qu'ils peuvent avoir aujourd'hui sur le bien travailler des collaborateurs? Comment intégrer les questions RSE dans la stratégie de ces achats? Quelle traçabilité pour ces produits? Quelle responsabilité pour l'acheteur? Et puis, quel rôle peut jouer la data dans toutes ces problématiques? Autant de questions auxquelles mes invités vont tenter de répondre aujourd'hui. Et pour commencer cette émission, je suis avec Natacha Tréant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes, chercheur au CERAG et spécialiste en management des achats. D'abord, pour qu'on comprenne bien, c'est quoi ces fameux achats de classe C ? Alors, en fait, on catégorise les achats en 2 étapes. Donc, la première étape, on va essayer de déterminer l'engagement financier des achats. D'accord. Et les acheteurs, en fait, ils vont utiliser une courbe de Pareto avec 3 classes, la classe A, la classe B et la classe C. Et la classe C qui nous intéresse, elle va correspondre en fait à 50% des références achetées, qui ne va représenter en fait que 5% du montant total des achats. D'accord. Alors, c'est pas parce que ça coûte pas cher que ça n'est pas critique. Donc, vous pouvez très bien avoir un petit composant qui a été co-développé avec un fournisseur. S'il n'arrive pas à temps sur votre chaîne de production, il peut bloquer votre chaîne de production. D'accord ? Donc, en fait, la deuxième étape, les acheteurs, ils vont analyser la criticité de ces achats. Et à ce moment-là, en fonction de la criticité, on va les classer à nouveau dans 2 grandes catégories. Ce qui veut dire qu'un achat de la classe C, s'il est très critique, il va tomber dans une catégorie qu'on appelle des achats risqués, typiquement les masques pendant la crise Covid, d'accord ? Et puis, si effectivement il n'est pas critique, il va tomber dans une autre catégorie qu'on appelle les achats simples, et dans lesquels on va trouver, par exemple, du matériel de bureau, on va trouver du petit outillage, et tout ça, il va y avoir un certain nombre d'achats qu'on va appeler des achats indirects dans l'ensemble de ces catégories-là. Alors justement, pour les achats indirects, moi j'ai lu que ça représentait en moyenne 15% des achats globaux des grandes entreprises, mais aussi 50% des commandes et 80% des fournisseurs. Donc c'est quand même assez conséquent en fait. Oui, tout à fait. Alors, les 15% des achats globaux, ça va dépendre des secteurs, d'accord ? Ouais. C'est à nuancer en fonction, dans les secteurs de services, bien sûr, c'est beaucoup plus, d'accord ? Mais déjà, les achats indirects, pour qu'on soit clair sur qu'est-ce que c'est que des achats indirects, les achats indirects, en fait, ça va correspondre à des biens et des services qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l'entreprise, d'accord ? Mais qui ne correspondent pas, si vous voulez, au cœur de métier de l'entreprise. Et en fait, ces achats indirects, vous avez totalement raison, ils ont une grande spécificité, c'est que ce sont eux qui génèrent le plus de commandes, le plus de fournisseurs, le plus de références, enfin, il y a une vraie complexité. Et l'autre spécificité qu'il faut vraiment souligner, c'est qu'en fait, avec les achats indirects, il y a autant d'utilisateurs d'achats indirects qu'il y a en fait de salariés dans l'entreprise. Juste pour que vous compreniez, j'achète par exemple de la matière première. Ça veut dire que j'ai que mon usine de production, que mon département production qui va l'utiliser. Ouais. Par contre, j'achète des tablettes informatiques. C'est potentiellement l'ensemble des salariés de l'entreprise qui vont les utiliser. Donc ça veut dire qu'avec les achats indirects, il y a véritablement, potentiellement, tous les salariés qui peuvent les utiliser. Mais la difficulté, c'est que ça peut aussi générer potentiellement autant d'insatisfaction. Et c'est ça le véritable enjeu aussi des achats indirects. Parce qu'en fait, tous les collaborateurs peuvent être concernés, en fait. Tous les collaborateurs peuvent être concernés, tout à fait. Alors, quels sont les enjeux que vous identifiez principalement autour de cette filière-là ? Alors, à mon sens, il y a des enjeux à 2 niveaux. Vous avez bien compris, le premier niveau, c'est au niveau des collaborateurs, d'accord ? Parce qu'effectivement, ils sont tous concernés. Et puis, ils sont concernés parce qu'il y a des enjeux en termes de qualité de vie au travail. Quand on achète des fournitures de bureau, quand on achète du mobilier de bureau, bien évidemment, c'est important. Mais c'est aussi des enjeux en termes de santé et de sécurité dans les ateliers. Quand vous achetez des équipements de protection individuelle, c'est très important. Et en fait, l'ensemble de ces collaborateurs, il faut être capable de leur mettre à disposition une solution qui va leur permettre de pouvoir se fournir facilement, rapidement, et puis que cette solution, elle soit ce qu'on appelle user-friendly. D'accord ? Ouais, il faut pas de mauvaise expérience. Voilà, il faut pas que ce soit complexe, il faut que ce soit simple d'utilisation. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est le premier enjeu. Ouais. Ça, c'est vraiment au niveau des collaborateurs. Puis vous avez un deuxième enjeu. Là, c'est au niveau de l'entreprise acheteuse et au niveau des acheteurs. Vous nous l'avez dit, hein, c'est ce qui va générer le plus de références, le plus de commandes, le plus de fournisseurs, etc. Donc il y a une complexité à gérer. Donc il y a une problématique d'efficience et d'efficience des acheteurs. Et ici, la digitalisation va pouvoir nous aider. Deuxième enjeu, il y a une problématique économique.
C'est pas parce que ça coûte pas cher, si vous voulez, c'est pas parce que le prix d'achat est peu élevé qu'en fait, le coût de gestion, le coût administratif n'est pas significatif et n'est pas important. Et à nouveau, on va voir que la digitalisation va pouvoir nous aider. D'accord, à optimiser en fait. Exactement. Ouais. Et puis le dernier point, on est quand même dans une société où la judiciarisation devient de plus en plus importante et les achats indirects sont au cœur de ces problématiques-là pour des enjeux, comme vous l'avez souligné, des enjeux en termes de traçabilité des produits, des enjeux RSE et puis aussi toutes les problématiques de respect des délais de paiement. Donc au final, il y a une vraie complexité pour ces achats indirects. Eh ben, on va aller tout de suite dans le détail avec nos deux autres invités qui vont nous rejoindre tout de suite. Pour poursuivre la discussion avec Natacha Tréant en plateau. Maintenant, Xavier Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des fusions-acquisitions du groupe Manutan, partenaire de cette émission. Et en visio avec nous, Christophe Jean, directeur des achats pour Orange en France. Je vais commencer par vous, Christophe Jean. Quand on est directeur d'achat, quelle importance est-ce qu'on regarde, avec quelle importance, est-ce qu'on regarde un peu tous ces achats de classés dont on vient de parler avec Natacha ? Alors, comme l'a dit Natacha, je crois qu'elle a dit beaucoup de choses, on s'y intéresse parce que ça touche effectivement le quotidien des collaborateurs. On a d'un côté tout ce qu'on achète qui touche le quotidien des clients, de l'autre côté tout ce qui concerne le quotidien des collaborateurs. Et il y a à la fois les sujets de qualité, de mise à disposition rapide, on peut l'évoquer notamment en période de télétravail, c'est-à-dire est-ce que par exemple je suis capable d'offrir à mon collaborateur un casque pour qu'il fasse du télétravail depuis chez lui. Voilà, ça c'est un besoin essentiel dans le télétravail. Donc oui, on est amené à s'y intéresser et de manière extrêmement réactive. On pourra évoquer tout à l'heure les différents moyens qui nous permettent d'être réactifs. Donc un directeur des achats, il a la satisfaction de ses clients internes qui sont les collaborateurs et il a de l'autre côté le sujet économique qu'on évoquait tout à l'heure au travers des coûts cachés. Lorsque j'achète un petit équipement, j'ai besoin d'avoir une commande, une facture, il y a des gens qui font des traitements. L'utilisateur qui va commander son casque, il a besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement fluide dans son expérience utilisateur, qui, je le rappelle aujourd'hui, est quand même une expérience d'utilisateur où il va commander sur des sites marchands en 2 clics. Donc, dans l'entreprise, il faut qu'il puisse aller commander en 2 clics aussi ces catégories d'achats indirects de placés. Alors, Christophe Jean et Natacha le disaient, en fait, ça a une incidence directe sur le bien travailler des collaborateurs. C'est tout l'ensemble de l'entreprise qui est concerné finalement par ces achats, Xavier Laurent. Comment est-ce que on peut prêter attention pour que ces achats soient aussi valorisants pour le collaborateur ? Parce que, effectivement, si ça a une incidence sur leur bien travailler, il faut que ce soit valorisant pour eux. En fait, nous, on part du principe qu'il faut que les utilisateurs qui vont acheter ces produits, par définition, ne sont pas forcément les spécialistes de ces produits. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est les décrire le mieux possible, de manière à ce qu'ils puissent les comparer et qu'ils puissent faire des achats éclairés pour avoir le moins de problèmes possible quand le produit arrive et avoir le moins de retours possible. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a classé les produits en fonction de leur qualité, on va dire, et on va recommander à nos clients soit des produits premium si c'est vraiment leur besoin, mais si ce n'est pas forcément leur besoin, on va être capable de leur recommander des produits avec les mêmes caractéristiques, mais à des prix peut-être inférieurs. Et ça va résoudre 2 problèmes. Le problème de l'utilisateur qui va acheter bien et qui aura le produit qu'il lui faut, et le problème du directeur des achats qui va mettre sous contrôle ses achats de classés. C'est important, Natacha Tréant, que ce soit bien listé, bien rationalisé pour qu'on puisse s'y retrouver tout de suite, parce qu'on disait que ça représente 80% des fournisseurs. Oui, tout à fait. Mais je voudrais juste revenir sur l'idée de la valorisation. C'est très important ce que vous avez souligné, cette valorisation. On voit tous les labels du style Great Place to Work. Ouais. On se rend compte que ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes. Et ça entre en compte, ça ? Et bien évidemment que ça rentre en compte. Mais par contre, c'est des achats qu'il va falloir repenser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est en plein de changement de paradigme dans le monde du travail. Aujourd'hui, l'espace bureau, ça va plus être un espace bureau, ça va être surtout un hub collaboratif. Et puis, il y aura encore beaucoup de home office. Et ça a été notamment quand même déclenché par rapport à la crise Covid. On s'est rendu compte de ça. Donc, il va falloir repenser l'espace bureau avec du nouveau mobilier, avec des nouvelles approches. Et typiquement, des gens comme Manutan vont être au cœur de cet enjeu de repenser l'espace du monde du travail. Et puis, au niveau des ateliers, parce qu'il y a aussi des ateliers, les enjeux de santé et de sécurité sont vraiment clés, d'accord ? Mais les salariés, quand on parlait de valorisation des salariés, les salariés dans les ateliers, ils ne supportent plus être contrôlés. C'est-à-dire, ils ne supportent plus qu'on les contrôle sur l'utilisation des équipements de protection individuelle.
Alors, il y a des innovations qui sont super intéressantes. On met en place des distributeurs automatiques comme des distributeurs de Coca dans les ateliers. Et du coup, ça autonomise, en fait, les salariés. Et qu'est-ce qu'on y trouve dans ces distributeurs, alors ? Des gants, des masques, carrément. Des gants anti-coupure. Donc, tout ce qui va être, par exemple, équipement de protection individuelle, qui peuvent être fournis par Manutan. Et Manutan va venir, en fait... alimenter la machine. Alimenter la machine, d'accord. exactement, d'accord, comme un distributeur de Coca-Cola. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on observe qu'une autonome... Enfin, les salariés sont beaucoup plus autonomes, d'accord ? Ils sont plus responsables. Et en plus, ça veut dire qu'au final, ils consomment moins. Et c'est une économie pour l'entreprise. Donc, il y a vraiment une nécessité aussi de repenser ces achats et de repenser la façon dont on va les concevoir, les livrer, les mettre à disposition. Et ça, c'est vraiment aussi, ça fait partie du cœur de métier de Manutan. Alors, Christophe, Jean, vous qui êtes évidemment au cœur de ces questions, on parlait de la question de la valorisation d'une part, et la question de la RSE d'autre part. Moi, ça m'intéresse. Quelle place pour la RSE quand on achète ces produits-là ? Alors, ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. On a regardé, nous, par exemple, la possibilité d'utiliser des marketplaces qui sont bien connus. En fait, on n'a pas abouti, et pour une simple raison, c'est que les caractéristiques RSE des plateformes que nous avons regardées, qui sont des plateformes très connues, ne satisfait pas nos exigences. Typiquement, on a constaté que ces plateformes-là ne recyclaient pas leurs invendus. Voilà, donc invendus poubelle. On a constaté que les produits qu'ils mettaient en vente sur leur site, c'était les produits qui pouvaient être fabriqués, on ne va pas dire par des enfants, mais par des jeunes, on va dire, dans un niveau de majorité qui ne sont pas les niveaux de majorité de la société occidentale. Donc, voilà. Donc on a abandonné ce sujet des marketplaces, qui était un sujet qui a été très longtemps à la mode ces dernières années, parce qu'on considérait que ça n'offrait pas les garanties en termes de RSE. Et puis, le sujet qu'on pousse beaucoup aujourd'hui, c'est le sujet du recyclage. Donc, on trouve aussi dans ces catégories la capacité à recycler, à réparer les produits. Je voulais revenir sur ce que disait Natacha sur les distributeurs. Et, j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques années une grande société qui fait du réseau social aux États-Unis. Et alors, le principe qu'ils ont, c'est ces distributeurs, c'est gratuit. C'est-à-dire que si le collaborateur, il a oublié ses gants, il a oublié sa souris, son casque, il a un distributeur, il badge et il récupère gratuitement l'équipement qui lui manque. Et pour éviter qu'il y ait des fuites, on va prendre une souris tous les jours et puis on va la revendre, on va la donner à son entourage, il y a effectivement l'utilisation de la data pour vérifier que tel et tel collaborateur n'a pas abusé sur ce qu'il a pris dans les distributeurs. Donc il y a à la fois l'équilibre entre le confort et l'expérience utilisateur, et puis à la fois le contrôle d'une direction des achats qui doit s'assurer au fond qu'elle a bien livré le bon produit au bon endroit et pas N fois au même utilisateur. Pour revenir sur la question de la RSE, Xavier Laurent, vous, en tant que fournisseur, vous êtes challengé là-dessus dans les appels d'offres que vous recevez, auxquels vous répondez ? Ah oui, c'est devenu un des très grands axes des grands appels d'offres. Ouais. Ça, c'est certain. Il y a encore 1 an ou 2, c'était décrivez-nous en une page votre politique RSE. Là, les derniers appels d'offres qu'on a reçus, c'est presque un tiers de la note de la réponse de l'appel d'offres. Et puis, c'est uniquement des informations qui sont mesurables. C'est vraiment indispensable. Alors, nous, on fait ça depuis très, très longtemps. En tant que distributeur, on est responsable de ce qu'on achète et donc de ce qu'on revend. Donc, on avait une intention très importante sur ces achats-là. Mm-hmm. Et on avait aussi un ADN qui allait vers ça. Et du coup, ça nous donnait des atouts dans les périodes qui viennent là. La vraie difficulté qu'on a eue, c'est de mesurer. C'est d'être capable de dire, ben voilà, on remplit tel camion de telle manière, il y a telle densité de produits dedans, et donc on va réduire le nombre. Ah, parce que ça va jusqu'à ce point de détail-là. Oui, ben, surtout sur ces achats-là, on l'a dit tout à l'heure, c'est la plupart des achats, c'est des très petits colis. Donc, un acheteur qui m'achète 5 colis par jour, si je ne fais pas attention, on envoie 5 camions. Donc, il va falloir faire attention à ça. Donc, on a des solutions, par exemple, où on propose à nos clients, plutôt que d'être livré tous les jours immédiatement, comme une marketplace, on va dire, est-ce qu'on peut vous donner un rendez-vous, je ne sais pas quoi, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, pour n'avoir qu'un seul camion qui va se déplacer et livrer notre client. Mais c'est très, très important, à la fois sur les parties carbone, protection de la planète, et puis sur la partie sociale également, l'inclusion, et ainsi de suite. Et ça aussi, il faut faire la preuve. Il y a énormément de nos clients qui nous demandent, par exemple, quelle est notre politique inclusive ? Est-ce qu'on embauche des personnes handicapées ? Est-ce qu'on embauche des personnes issues de quartiers défavorisés ? Oui, ça va très très loin.
Natacha, du coup, derrière cette question de la RSE, ça pose aussi la question de la traçabilité, parce que, évidemment, si on veut avoir des achats qui sont, on va dire, responsables, il faut être capable de pouvoir retracer toute la chaîne. Oui, tout à fait. Alors, cet enjeu de la RSE, il devient de plus en plus prégnant. Hein. Ce n'est pas uniquement du greenwashing, hein, je voudrais juste dire. C'est déjà, intégrer ces critères RSE, c'est obligatoire pour les entreprises publiques. Donc, et après, pour les entreprises privées, il faut savoir que toutes les entreprises qui sont cotées, elles sont soumises à des enjeux qui sont de la notation extra-financière. Oui, et même celles qui ne sont pas cotées, en France, il y a une obligation de déclaration de performance extra-financière pour toutes les entreprises qui font plus de 500 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est une obligation. Et vous avez raison, au cœur, du coup, de cette notation extra-financière, il y a la traçabilité. Et la traçabilité en France, il y a encore une autre loi qui est venue se greffer. Vous vous souvenez du scandale du Rana Plaza au Bangladesh? Absolument. Tout le monde se souvient de ça. Et du coup, en France, on a dit, c'est fini, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas d'où provenaient nos produits. Donc, on a mis en place la loi sur le devoir de vigilance tout au long de la supply chain. Et du coup, ça oblige les grandes entreprises françaises à avoir une traçabilité tout au long de leur supply chain. C'est-à-dire qu'ils peuvent être engagés, leur responsabilité peut être engagée. Alors, la responsabilité civile des entreprises, des grandes entreprises peut être engagée. Et en plus, on leur demande de mettre en place un plan de vigilance, de faire une cartographie des risques. Et puis, bien évidemment, en cas de problème, elles peuvent être engagées et devoir payer des dommages et intérêts, etc. Donc oui, il y a des vrais enjeux. Et c'est pareil, les enjeux de CO2 sont au cœur aussi de toutes ces problématiques-là. Hein. C'est bien ce que dit Xavier. Aujourd'hui, il y a une vraie complexité. On est sur des achats qui sont avec des livraisons très fréquentes. Donc, les émissions de CO2, c'est très important. Et pareil, il faut savoir que sur la déclaration de performance extra-financière, c'est ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire les émissions de CO2 liées au flux logistique, de plus en plus, c'est intégré dans cette déclaration de performance extra-financière. Donc c'est pour ça qu'on va les challenger des entreprises comme Manutan sur ces points-là. D'accord. Christophe Jean, du coup, comment est-ce qu'on peut arriver à optimiser ça? Parce qu'effectivement, si ce sont des achats qui sont très récurrents et qu'il faut se faire livrer tous les jours ou toutes les semaines, c'est compliqué de... J'entends bien Xavier Laurent qui dit on peut livrer toutes les semaines plutôt que tous les jours. Mais alors dans ces cas-là, ça veut dire que pour l'entreprise qui les réceptionne, il faut des espaces de stockage. Comment ça se passe de votre côté à vous? Alors nous, on est très intégrés. Hein, et donc du coup, on a des plateformes de stockage. Alors on peut se permettre d'avoir des plateformes de stockage, y compris pour le matériel de classe C, parce qu'on a déjà des plateformes de stockage pour tous nos gros équipements, qui sont des équipements mis dans le réseau pour nos clients. On pourrait citer les terminaux mobiles, on pourrait citer les box chez les clients. Et donc, en fait, on profite de ce bénéfice du fait qu'on ait ce stockage pour le faire. Et puis après, il y a des stocks tampons, il y a des chaînes logistiques rapides. En revanche, comme le disait Natacha tout à l'heure, on essaie d'optimiser. C'est-à-dire que, par exemple, alors ça concerne moins les collaborateurs, mais c'est aussi duplicable. C'est-à-dire qu'avant, on utilisait l'avion pour transporter du matériel. Maintenant, on se pose la question, on trouve un équilibre en se disant c'est peut-être un peu moins rapide de le faire en bateau ou en train, mais c'est plus éco-responsable. Donc, il y a tous ces critères-là, sont des critères qui sont pris en charge en amont par les acheteurs, parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on laisse un utilisateur acheter son équipement de protection, son casque, ses gants? C'est qu'on fait de lui un acheteur. Voilà. Et lui, son métier, c'est pas d'être acheteur. Donc, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit quand même mis sous contrôle. Donc, c'est pour ça qu'en fait, le rôle de l'acheteur, c'est de s'assurer que, de bout en bout, tout est mis en place dans la politique achat d'entreprise. Voilà. Ce sont des critères de traçabilité, de RSE, de qualité des produits, de logistique. Voilà. C'est ça la complexité, en fait, d'un acheteur sur ces catégories. Est-ce que le plus simple, Natacha Tréant, finalement, c'est pas de revenir, alors je sais que c'est un peu un mythe, mais au Made in France? C'est-à-dire, comme ça, on est sûr de maîtriser toute la filière, vous voyez ce que je veux dire? Et est-ce que aussi la pandémie et toutes les problématiques qu'on a vues avec la Chine on en a beaucoup parlé, inciter à une certaine relocalisation de cette filière-là? C'est le vrai débat, d'accord. Premièrement, je voudrais faire une remarque. C'est pas parce qu'il y a une proximité qu'il y a une traçabilité. D'accord. Les deux ne sont pas reliés, d'accord. On peut tout à fait avoir une traçabilité avec une supply chain sur l'ensemble de la planète. Et là-dessus, il y a quand même une technologie qui est qui est en plein développement, qui est la blockchain, sur laquelle il y a des résultats qui sont très intéressants, notamment dans l'agroalimentaire, avec une solution comme IBM Food Trust, qui est capable d'avoir une vraie traçabilité sur l'ensemble de la supply chain. C'est pareil, vous connaissez tous le scandale ce qu'on appelle les diamants de sang, des diamants qui viennent de zones de conflit. À nouveau, la blockchain a des preuves qui sont extraordinaires.
Donc ça, voilà, c'est le premier. C'est une fausse problématique. Voilà, alors. pour moi, c'est pas ça. Par contre, oui, il y a un vrai enjeu par rapport à ça, sur le fait de dire, est-ce que c'est pertinent, par contre, néanmoins, d'aller sourcer à l'autre bout de la planète quand on a des enjeux très forts en termes d'émissions de CO2 et pour des achats qui sont majoritairement non critiques. Et c'est pour ça que d'avoir des gens comme Manutan qui sont capables de vous certifier une origine, contrairement à des grandes plateformes comme cité en fait Christophe sans les nommer, d'accord, Oui, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui ne sont pas capables ni de vous certifier l'origine, ni de vous garantir une traçabilité, ni de vous proposer en plus une seule facture, alors que des distributeurs spécialisés du style Manutan sont capables de faire tout ça. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion de la part des entreprises à avoir. Et c'est une réflexion en termes de coût complet et de prise en compte d'un risque complet. Ça va bien au-delà simplement du prix ou d'un critère uniquement de traçabilité. C'est vraiment une vision systémique. Oui, justement, j'allais y venir, moi, sur la question du prix. Xavier Laurent, c'est pas plus cher d'avoir plus de traçabilité, plus de proximité? Forcément, ça a forcément un impact sur le prix. Mais les produits dont on parle, ce pas des produits qui représentent une énorme valeur. Le panier d'achat chez Manutan, c'est 350 €. Quand on sait que le coût de la gestion de la transaction, de je cherche mon produit à je suis livré et je paye, c'est à peu près 100 à 150 € pour les très grandes entreprises. Donc le sujet, il est plutôt dans ce que tu disais tout à l'heure, Natacha. Je t'ai tutoyé. C'est pas grave. On va plutôt essayer de digitaliser pour faciliter l'achat. On va essayer de réduire le nombre de fournisseurs pour massifier les commandes et donc réduire le nombre de livraisons. On va recommander des produits moins chers ou plus éco-responsables. C'est plutôt ça le travail d'un distributeur. Effectivement, le prix, ça a toujours c'est quelque chose de réel. Et nous, on est des commerçants, donc on parle de prix avec les acheteurs. C'est logique et c'est normal. Mais le vrai sujet, à mon avis, il est à côté de ça. Il est plutôt de bien travailler, bien acheter, trouver le bon produit, pas faire de retour. C'est plutôt ça les enjeux. Christophe Jean, vous disiez tout à l'heure que vous aviez testé les grandes marketplaces type Amazon, on va prononcer le mot cette fois, et vous en êtes revenu, mais sur la question des prix, c'était pas avantageux au final? Alors, en fait, c'est pas complètement avantageux parce que il faut déjà sélectionner les produits et s'assurer que le produit qui est acheté par l'utilisateur final est le produit qui correspond à son besoin et qui n'est pas le produit luxueux. On a fait des tests, vous mettez des individus dans une situation et vous leur dites, voilà, vous êtes en voyage, vous êtes dans un hôtel le soir et vous apercevez que vous avez oublié votre souris, vous avez plus besoin de la souris pour la présentation le lendemain. Donc, on vous donne une gamme de souris qui va de 1 à 10 en termes de prix et laquelle vous prenez. Et en fait, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que l'utilisateur, il va aller plutôt vers ce qui est cher. Il ne va pas forcément prendre celle qui vaut 10, mais il va prendre celle qui vaut 7 ou qui vaut 8. Alors en fait, son usage, il est unique. C'est-à-dire que probablement, il n'utilisera plus après. Donc c'est pour ça qu'on essaie de réduire des catalogues. Alors nous, on fait des choses avec un centre de fournisseurs sur lesquels, en fait, on se connecte directement à la plateforme du fournisseur, on sélectionne le catalogue et on enferme un peu l'utilisateur dans ses choix. Mais en revanche, il a toute l'ergonomie de la plateforme du fournisseur. Voilà. Donc, encore une fois, ce que disait Xavier tout à l'heure, c'est un juste équilibre. Il y a des coûts, mais il y a effectivement le coût du produit, les coûts cachés. On les comble à travers la massification. C'est-à-dire que les sociétés comme Manutan, elles achètent en volume et donc elles peuvent faire bénéficier à leurs clients de gros volumes. Et puis il y a tous les coûts qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui parce qu'on essaie de s'en protéger, c'est les déficits d'image. Je prends l'exemple qu'on a eu nous. Il y a un petit événement, il y a un patron qui décide de donner 100 t-shirts. Il achète 100 t-shirts, il achète ça sur une des plateformes chez nous. Et puis, il se trouve que le gars qui reçoit le t-shirt s'aperçoit qu'il est fabriqué justement dans le pays qu'évoquait Natacha tout à l'heure. Et là, il commence à monter avec les organisations syndicales un buzz en disant, regardez, nous avons acheté des t-shirts dans des pays défavorisés, avec le non-respect, etc. Et en fait, on avait une chaîne de traçabilité. On s'est aperçu que le fournisseur français, il achetait au Mexique, que le Mexique faisait fabriquer dans l'autre pays. Et au final, on a réussi à démontrer que le fournisseur qui fabriquait le t-shirt, il était labellisé EcoVadis, c'est un label de RSE. Donc ça a fait pchit, mais ça aurait pu prendre des dimensions extrêmement fortes. Je ne vous dis pas le prix de revient de votre t-shirt quand vous en achetez 100
et que vous avez des sujets d'image derrière à gérer dans la presse et partout auprès de votre personnel. Xavier Laurent, justement, face à cette jungle de fournisseurs et face à toute cette complexité qu'il y a dans cette filière aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que la data est une aide ? Alors, nous, on se dit qu'il y a énormément de commandes, énormément de produits, très très peu de récurrence sur ces produits. Et donc, on va donner à nos clients une visibilité complète sur leur comportement d'achat. Ça va nous permettre de leur donner de la visibilité sur les différents sites qu'ils ont et le comportement d'achat de ces différents sites. Et ça va leur permettre justement de réorienter leurs achats. Il y a un des vrais problèmes dans ce type d'achat, c'est ce qu'on appelle les achats sauvages. C'est-à-dire que même s'il y a un contrat qui est négocié en centrale, beaucoup d'utilisateurs, de petits acheteurs, comme disait M. Jean, en fait, vont acheter eux-mêmes et faire une note de frais ou bien vont pas respecter tel ou tel programme. En fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la donnée pour dire écoutez, nous, on ne vous connaît pas suffisamment, mais regardez, telle usine consomme de telle manière et telle autre usine totalement comparable consomme d'une manière différente. Ça, on peut le faire au sein d'une grande entreprise. Et puis, on fait des benchmarks. C'est-à-dire qu'on va prendre toutes les entreprises, par exemple, de la construction. On va regarder comment elles fonctionnent et on va pouvoir dire, voilà, le mode d'achat de la construction, c'est ça. Et vous, monsieur le client, votre comportement, il est un peu différent. Vous devriez gagner sur la digitalisation, sur l'utilisation des marques premium ou pas, et ainsi de suite. Donc là, la donnée, elle est primordiale pour ce type d'achat. Natacha, pour terminer cette émission, parce qu'on arrive au bout, moi, au regard de tout ce qu'on vient de dire, et encore plus avec l'exemple des t-shirts qui est assez parlant, je trouve, et assez dingue, qui vient de nous être donné, ces achats qu'on dit non stratégiques, j'ai l'impression que quand même, ils sont stratégiques. Ils sont stratégiques pour un certain nombre de raisons. On a bien vu par rapport à ces problématiques d'origine, de RSE. Mais à mon sens, tout ce qui concerne le bien-être des salariés, la santé et la sécurité des salariés, parce qu'on voit que c'est quand même à un moment donné un des sujets clés, c'est vraiment déterminant. Et c'est déterminant parce que le management moderne aujourd'hui, il doit prendre en compte justement les collaborateurs. Et là-dessus, il y a un ouvrage qui est vraiment excellent et qui, à mon sens, vraiment significatif aujourd'hui. C'est l'ouvrage du PDG de HL Technologies, qui s'appelle Winnet Dayar. Et l'ouvrage est intitulé Employees First, Customers Second. D'accord. Ça veut dire prenez soin prioritairement de vos salariés et vos clients seront satisfaits. Vous prendrez soin au final de vos clients. Une entreprise avec des collaborateurs satisfaits, ça signifie qu'au final, ce sont les clients qui seront satisfaits. Parce qu'on est aligné sur toute la chaîne. Exactement. Merci beaucoup, Natacha Tréant. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes et spécialiste en management des achats. Xavier Laurent, directeur des fusions-acquisitions du groupe Manutan, et Christophe Jean, directeur des achats d'Orange en France. Merci d'avoir été avec nous, évidemment. Smart at Work revient dans 2 semaines pour un nouveau numéro sur Bismart. Très bon week-end à tous.